Je suis parti dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie, affronter seulement les faits essentiels de la vie, non pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. Je désirais vivre à fond, sucer toute la moelle de la vie, vivre avec tant de résolution spartiate que tout ce qui n'était pas la vie serait mis en déroute, acculer la vie dans un coin et la réduire à ses composantes les plus élémentaires. Et si jamais elle devait se montrer mesquine, eh bien alors en tirer toute l'authentique mesquinerie et avertir le monde entier de cette mesquinerie. Voilà. Ça, c'est, je trouve, un très beau projet, en plus très radical. Ça traduit exactement le côté âpre de Thoreau, hein, pas de concession, quoi. Par tous les temps, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je me suis efforcé de privilégier l'instant présent et de le marquer d'une encoche sur mon bâton, de me tenir à cette jonction de deux éternités, le passé et l'avenir, qu'est précisément l'instant présent, de suivre cette ligne sur la pointe des pieds. Dire que c'est un poète, c'est réducteur. Dire que c'est un philosophe, c'est aussi réducteur. Dire que c'est un naturaliste, c'est encore réducteur. Il faut dire tout ça à la fois. Et c'est un voyageur aussi, c'est un géographe, c'est un cartographe. Il a cartographié Walden, il a cartographié le lac en long, en large et en profondeur. C'est un explorateur, on peut dire. C'est un explorateur du genre humain. C'est un explorateur de sa personne et, à travers sa personne, de tout ce qui l'entoure. Walden est un tract d'éducation politique parce qu'il apprend comment se placer dans la société en se mettant en marge, en refusant de perdre sa vie à la gagner. L'individu doit se méfier des institutions, doit se méfier de la tradition, doit prendre ses distances et faire ce pas de côté qui lui permet de penser par lui-même. Il a inspiré beaucoup de jeunes qui se tiennent droit et qui résistent. Quand j'ai écrit les pages suivantes, ou la plupart d'entre elles, je vivais seul, au milieu des bois, à 1 mile de mon voisin le plus proche, sur la berge du lac Walden, à Concord, Massachusetts. J'ai habité là 2 ans et 2 mois. Une des phrases célèbres de Walden, c'est « J'ai beaucoup voyagé à Concorde ». C'est une société active, en plein dans le 19e siècle. Concorde, c'est le centre intellectuel de la Nouvelle-Angleterre. C'est une ville religieuse, c'est une ville commerciale, artisanale. Il faut voir que c'est le moment où arrive le train. Donc, il y a des échanges avec Boston qui sont très faciles maintenant. Ce que voit Thoreau très bien, c'est qu'il est dans un monde donc en mutation, qui est cette jeune Amérique, qui est en train de devenir une Amérique capitaliste. En fait, c'est une Amérique qui va privilégier le commerce, qui va privilégier surtout le profit. Il voit que c'est un monde qui ne ressemble pas du tout à celui dans lequel il aimerait vivre. Pour lui, vivre, c'est prendre son temps. Et il s'aperçoit aussi que ses contemporains ne prennent pas nécessairement leur temps, qu'ils sont de plus en plus pressés. Cette accélération, il s'en méfie, jusqu'à même la rejeter à certains égards, parce que ça ne permet plus de voir les choses telles qu'elles sont, ça ne permet plus de flâner. Et ce mode de vie-là, il sent bien qu'il va disparaître. Thoreau cherche à s'échapper de cette société. Mais il n'a jamais fui loin, puisque son centre, c'est Concorde. Et là, il y a une sorte de paradoxe. Et c'est un mot que j'aime bien. Pour moi, Thoreau est excentrique. Il est hors du centre. Il s'est décentré. Vers la fin mars 1845, j'empruntais une hache et partis dans les bois près du lac Walden, tout près de l'endroit où je comptais construire ma maison. Le versant de colline où je travaillais était agréable
couverts de bois et de pins, à travers lesquels j'avais vu sur le lac, avec une petite clairière parmi les arbres où poussaient en abondance les pins et les icôries. Début mai, avec l'aide de quelques-unes de mes connaissances, je dressais la charpente de ma maison et m'y installais le 4 juillet, dès qu'elle eut un toit et des murs couverts de planches. Le 4 juillet, le jour de la fête de l'indépendance, c'est pas par hasard, c'est un geste délibéré. Je vous tourne le dos, vous qui célébrez avec les flonflons de la fanfare, vous qui célébrez votre indépendance, vous êtes des esclaves, et moi, je suis indépendant. Je vais, comme un pionnier, dans les bois, vivre dans la nature. C'est vraiment l'anticonformiste pour moi. C'est celui qui, justement, à un moment donné, fait sécession, fait dissidence. C'est celui qui se modélise une autre manière de vivre, de manière extrêmement radicale, et d'ailleurs sans faire de discours. Ça, c'est plutôt la dimension utopique du personnage. Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce qu'il est possible de penser autrement, de vivre autrement, de faire autrement? Chaque matin était une joyeuse invitation à rendre ma vie tout aussi simple et, dirais-je, aussi innocente que la nature elle-même. Je me levais de bonne heure et me baignais dans le lac. C'était un exercice religieux et l'une des meilleures choses que je ne fis jamais. Renouvelle-toi entièrement chaque jour. Fais-le encore et à jamais. Le matin nous renvoie au temps héroïque. Ce qui me plaît dans ce livre, c'est que c'est aussi un journal. Walden, c'est un livre vécu. Pas simplement quelque chose d'intellectuel, pas simplement une représentation du monde, mais une expérience vécue. C'est une expérience de pensée pour mieux se situer dans le monde, pour pouvoir mieux comprendre son rapport aux autres, pour mieux évaluer la distance qui le sépare des autres. Si bien que ça n'est pas du tout un ermitage pour fuir la société, c'est le contraire. Cette expérience, pour moi, son sens profond, c'est regarder autrement le monde et se regarder soi comme étant un agent participant de ce monde, c'est-à-dire ne pas s'en dissocier. Le premier été, je ne lus aucun livre. Je sarclais les haricots. Désherber, mettre du terreau autour des tiges de haricots, encourager cette plante que j'avais semée, inciter le sol jaune à exprimer ses pensées estivales, contraindre la terre à dire haricots et non herbe folle. Tel était mon travail quotidien. Ouais, je suis arrivée ici pour passer quelques semaines et puis finalement je m'y suis sentie bien et je suis restée quelques mois et maintenant ça fait 3 ans. J'avais un rêve de rapport au monde assez simple et très en lien avec les éléments et c'est l'habitat assez idéal pour être dans ce lien-là. J'ai un besoin de vivre autrement parce que ces sociétés
capitaliste, patriarcal et de consommation me convient pas du tout. Mais pour moi, Thoreau, il propose justement une critique en fait de ce rapport à la modernité et de pouvoir avoir d'autres rapports au monde. Une forme d'existence poétique parce qu'elle sort d'une existence qui serait que fonctionnelle, quoi. Je me dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent ça parce qu'on est dans un modèle qui s'épuise. Enfin. Le fait de mener une vie simple dans les bois, ça peut paraître banal, mais en fait, c'est révolutionnaire, quoi. Il y a très peu de gens de nos jours qui ont le courage de se défaire du matériel, de revenir à l'essentiel, de prendre le temps de faire un bilan sur sa vie. Puis, Thoreau nous montre que c'est possible, quoi, que c'est un chemin à suivre. Certains diraient c'est la marginalité, d'autres une autre façon de vivre, d'autres un art de vivre, enfin il y a tout ça. Mais je me plais bien dans ce vers quoi je vais. Au lieu d'avoir une maison de 200 mètres carrés, j'ai une maison qui fait 35 mètres carrés, que j'ai autoconstruite avec des matériaux qu'il pouvait y avoir autour, avec le bois qui vient des scieries alentour. Le sable, j'ai fait un trou et j'ai tamisé les pierres, le sable. J'ai acheté de la chaux, voilà. Puis le reste, avec mon fils, on a fait tout le reste. On a fait un petit cocon dans lequel je suis aujourd'hui. Tout Walden pose la question, c'est quoi habiter? Qu'est-ce que c'est qu'habiter un lieu, et qu'est-ce que c'est qu'habiter le monde, et quelle est la nature de ma nature, hein. C'est à un moment, il le dit quasiment comme ça. Ce qui est beau dans la cabane, c'est l'idée qu'en fait, il habite quelque part dans un lieu qui est en quelque sorte à sa main. Un lieu qui correspond complètement à son esprit, à ce qu'il veut faire, et qui est en prise directe avec la nature. Il n'y a pas de différence pour lui, au fond, entre l'intérieur et l'extérieur. À un moment donné, il prend tous ses meubles, il les met dehors, au soleil, et il dit « c'est mon salon ». Solitude. Voilà bien une soirée délicieuse, quand le corps tout entier n'est plus qu'un sens et absorbe le plaisir par tous les pores de la peau. Je vais et viens avec une étrange liberté dans la nature. Je me fonds en elle. Lorsque je longe la rive pierreuse du lac, je me sens étrangement à l'unisson avec tous les éléments. Pourtant, comme le plan d'eau du lac, ma sérénité se ride sans vraiment se troubler. Ces vaguelettes soulevées par le vent du soir sont aussi éloignées de la tempête que la surface lisse, semblable à un miroir. Un lac est le trait le plus beau et le plus expressif du paysage. C'est l'œil de la terre. Les arbres fluviatiles voisins de la rive sont les cils effilés qui le frangent. Les collines et les falaises boisées qui l'entourent, le sourcil qui le surplombe. En y plongeant son regard, l'homme qui le contemple mesure la profondeur de sa propre nature. Il y a cette injonction à toujours regarder autour de soi. Ne soyez pas aveugle, regardez. Regardez, ça veut dire, par exemple, couchez-vous
et observer à 10 cm à quoi ressemble un lichen. Regardez. Tout est une question de regard. Comment regarder? Comment perdre une vision qui ne voit pas? Une vision qui, enfin, va arriver à voir malgré toutes les couches de la tradition du regard. Le paysage, à condition d'être réellement vu, réagit sur la vie du spectateur. Comment vivre? Comment tirer le meilleur parti de la vie? Comment extraire le miel de la fleur du monde? Telle est mon affaire quotidienne. Je suis aussi affairé qu'une abeille. Je parcours les champs avec cette mission. Et je ne me sens jamais aussi heureux que quand je me sens lourd de miel et de cire. On entend bien la sensualité, l'idée de l'écriture portée par l'expérience des sens. L'existence doit d'abord être une expérience charnelle, sensuelle, où les sens nous informent constamment. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ce que l'on reçoit comme information? C'est le primat de la sensation. En fait, on a tous, au fond, d'une certaine manière, vécu ça. On a tous la capacité de comprendre ce que fait Thoreau. Sauf que lui, il le fait dans la durée. Il le fait très longtemps. Il le fait comme un état, alors que pour nous, ce sont des instants plutôt que l'on traverse. Et je pense que ça, en nous, ça résonne très fortement parce que tenir cette longueur, en quelque sorte, être capable si longtemps de pouvoir être ouvert en écho avec le monde, c'est ça qui est remarquable. C'est ça qui fait aussi le prix de Walden et des textes qu'il a écrits sur la nature. Je passais les heures du milieu de la nuit à pêcher au clair de lune dans mon bateau, parmi les sérénades des hiboux et des renards, en entendant de temps à autre les notes grinçantes de quelque oiseau inconnu et tout proche. Ces expériences étaient pour moi précieuses et inoubliables. Parfois entouré de milliers de petites perches et de vairons dont la queue mouchetait la surface au clair de lune, et je communiquais par de longues lignes en lin avec de mystérieux poissons nocturnes qui vivaient 40 pieds plus bas. Et il faudrait employer l'expression « exister par deux fois ». C'est vivre et puis après écrire. Donc exister une deuxième fois par l'écriture, le formuler, c'est garder ses pensées. Et là, il y a un terme qu'il a utilisé lorsqu'il a théorisé son écriture, c'est le terme d'une écriture extravagante. C'est-à-dire que ça divague. Et divaguer, ça veut dire pour lui en venir à réfléchir à la sonorité des voyelles, à la sonorité des consonnes, à s'enfoncer dans la matière langagière. On dispose des manuscrits et on voit à chaque fois qu'il a repaufiné le style, tel adverbe, telle image. C'est un travail absolument constant. Il a rédigé cette version de ce livre. C'est-à-dire que l'extravagance n'est pas une folie de la langue, c'est quelque chose qui permet de faire entendre autre chose. Tous les matins, je vais rendre visite aux arbres. Je fais mon petit tour dans le bois tous les matins, quel que soit le temps. J'ai besoin d'y aller. J'ai besoin d'avoir cette connexion.
C'est comme les animaux, ils ont l'habitude de passer toujours au même endroit. On appelle ça des coulées. Je laisse pas de traces derrière. C'est un peu comme si je me fondais dans la nature. « 9 octobre. Les érables blancs sont verts et argentés. Le bouleau est jaune. Le saule, noir-marron. Les ormes flétris, bruns et minces. Les tilleuls, nus. Voici les sanctuaires auxquels je rends visite tant en été qu'en hiver. Il fait corps avec son environnement. On a cette conception de l'humain qui est au-dessus de tout, qui est le prédateur ultime, qui est le plus intelligent. Mais Thoreau n'a pas cette prétention-là du tout. Il a une humilité. Puis ça prend cette humilité-là pour apprendre de la nature. Il faut rentrer comme on rentre dans une cathédrale ou un temple, sans faire de bruit, écouter. Un après-midi, je m'amusais à observer une chouette laponne perchée sur l'une des branches basses d'un pin blanc. Elle m'entendait me déplacer, mais de toute évidence, elle ne pouvait pas me voir. Lorsque je faisais beaucoup de bruit, elle allongeait le cou, dressait les plumes sur sa gorge et ouvrait grand les yeux, mais leurs paupières retombaient aussitôt et elle se remettait à opiner du chef. Une étroite fente séparait ses paupières, par laquelle la chouette entretenait avec moi une relation péninsulaire. Ainsi, les yeux presque fermés, elle regardait à partir d'un pays des rêves et tentait de prendre conscience de moi, ce vague objet ou ce grain de poussière qui interrompait ses visions. Enfin, à cause d'un bruit plus fort que les autres, elle parut inquiète et se retourna sur son perchoir, comme s'il était mécontent de voir ses rêves ainsi troublés, et quand elle s'élança en battant des ailes à travers les pins, des ailes d'une envergure inattendue, je remarquai qu'elle n'émettait pas le moindre bruit. Il est quelqu'un qui, lorsqu'il est face à un oiseau, essaye d'imaginer ce qui se passe dans la tête de l'oiseau. Il a été capable de transgresser la frontière entre la nature et la culture. Et ça se voit dans ces passages où il essaye de penser comme un animal. C'est même une quête de vision, qui est une tradition chez les Premières Nations ici. Les jeunes garçons partent en nature pour se confronter aux éléments, aux animaux, à la faim, au froid, puis ils en reviennent transformés. C'est certain que, à l'issue de cette expérience, on revient avec toutes sortes de perles de sagesse que la nature nous donne. Je me doutais que tôt ou tard, quelqu'un viendrait couper les arbres. Parce qu'on est dans une région qui est exploitée, voire surexploitée. Est-ce que la cabane est encore debout? C'est ça que je me suis demandé, en fait. Est-ce que la cabane est encore debout? Je me suis approché, j'ai marché moins vite, et elle était encore debout. Les bûcherons ne l'ont pas encore atteinte. Et même si je sais qu'elle va disparaître, je reviens à la voir quand même, un peu pour veiller sur elle.
La forêt, c'est vraiment mon élément. Je ne considère pas être un étranger ni un être séparé de la nature, séparé des arbres, séparé des animaux. Je suis un être organique qui éprouve un immense respect pour cette forêt. Et le fait que Taureau se soit retiré, je ne me suis jamais demandé pourquoi. Ça va de soi pour moi. Ça va de soi d'avoir besoin, de ressentir le besoin de s'éloigner, de se retrouver seul. Il ne faut pas oublier que Taureau, c'est un enfant de la révolution industrielle aussi. Il l'a vu apparaître, il l'a vu se déployer, se développer, et je crois qu'il a voulu la voir de loin, cette révolution industrielle. Et là, c'est en observant de loin qu'on comprend mieux les phénomènes de toute façon. Quand on y est directement confronté, on ne les cerne pas complètement. Cet après-midi, sur Fairhaven Hill, j'ai entendu le bruit d'une scie et peu après, debout sur la falaise, j'ai vu 2 hommes scier un noble pin à mes pieds. Ces 2 sieurs, je les vois comme des castors ou des insectes rognant le tronc de ce noble arbre, tels des nains minuscules dont la scie passe-partout atteint à peine le diamètre du tronc. Un quart d'heure s'écoule encore avant sa chute. Maintenant, c'est le moment. Avec quelle lenteur majestueuse cela commence. Comme s'il était seulement agité par une brise estivale et qu'il allait retourner sans un soupir à sa position initiale. Et voilà que dans sa chute, il éventre tout le flanc de la colline. Puis, il gît dans son lit de la vallée, d'où il ne se relèvera plus jamais. Une plante dont 2 siècles et demi ont assuré la perfection a, cet après-midi, cessé d'exister. Il y a entre autres une variété de pins qui ont été éliminés parce que les différentes marines anglaises, marines américaines, avaient besoin de grands troncs droits pour faire des mâts de bateaux. Et ceux-là sont très rares. Et il dit, mais ça c'est un trésor de notre région, on ne doit pas y toucher. Il l'anticipe et en plus il a derrière lui un modèle qu'on ne relève peut-être pas toujours assez, mais qui est le modèle amérindien. C'est-à-dire qu'il est très proche, en fait, et fasciné par les Indiens de l'Amérique du Nord, de sa région, les Penobscot en particulier, qui ont été très largement exterminés, mais avec lesquels il commerce, il parle et il échange. Et avec l'un d'entre eux, en tout cas, il va faire un voyage dans le Maine, et cet Indien va lui enseigner beaucoup de choses, même sa langue. Et ce rapport-là, c'est un modèle de rapport immédiat à la nature, un modèle d'économie personnelle, d'économie de parole aussi, parce que ce qu'il aime aussi chez les Indiens, c'est les silences. Et le silence est très important pour lui. Et il y a chez Thoreau cette inscription dans l'histoire d'une Amérique détruite, dont les Indiens avaient totalement disparu. Il n'y en a pratiquement plus à l'époque où il écrit Walden. Être philosophe ne consiste pas simplement à avoir de subtiles pensées, ni même à fonder une école, mais à chérir assez la sagesse pour mener une vie conforme à ses préceptes. Une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance. Cela consiste à résoudre quelques-uns des problèmes de la vie, non pas en théorie seulement, mais en pratique. Le philosophe est en avance sur son siècle, jusque dans la forme extérieure de sa vie. Il ne se nourrit, ne s'abrite, ne se vêt ni ne se chauffe comme ses contemporains. Il théorise son mode de vie, sa philosophie de vie, son art de vie, son économie de la vie. Une philosophie très concrète. Il appelle ça une philosophie concevable.
Dans ce monde qui ne lui va pas, peut-on inventer une philosophie concevable, réalisable? L'autonomie, ben, c'est venu progressivement. Parce que j'ai osé peut-être prendre des décisions et je n'ai jamais regretté. Et ça fait son chemin. Je ne cherche pas forcément à gagner plus, mais à dépenser moins dans tout ce que je peux faire. Donc c'est pas pour ça que je vis mal, c'est juste des choix de vie. C'est une forme de sobriété et ça me convient tout à fait. Il faut oser lâcher le reste. Un certain confort, une certaine forme de vie. Juste avoir confiance. Après, les choses elles se mettent en place, ça se fait tout seul. C'est enrichissant aussi d'aller vers la sobriété parce qu'on est toujours en train de réfléchir. La plupart des luxes et presque tout ce qu'on appelle le confort de l'existence sont non seulement des choses superflues, mais d'authentiques obstacles à l'élévation de l'humanité. D'une vie de luxe, le fruit est le luxe. Pourquoi les hommes dégénèrent-ils? Pourquoi les familles s'éteignent-elles? Quelle est la nature de ce luxe qui amollit et détruit les nations? Sommes-nous certains que notre propre vie n'en souffre pas? Walden, c'est un petit bijou. Puis c'est un bijou qui incite à faire pareil. Moi, je l'avais apporté avec moi à la cabane au tout début. C'est pour ça que j'appelle Taureau mon ami Henri, parce que on se parlait, je lisais ses textes à voix haute. Ça a été un guide spirituel pour moi. J'ai passé peut-être 3 ans. J'étais seule, puis j'avais ces livres autour de moi. Il a vraiment éclairé la période la plus difficile de l'hiver. J'étais réveillée par le train. Puis c'était agressant. C'était tellement agressant. Mais après venaient les oiseaux. Les mésanges, cardinal, pics flamboyants. Puis toute la journée s'orchestre autour des tâches du quotidien, comme il raconte. Hein? Aller marcher, voir l'étang, rentrer du bois, chauffer. Puis, quand la cabane est chaude, écrire pendant des heures, raconter ce qu'on a vu. Et qu'est-ce que tu vois là, dehors? Je vois que le vent fait mal à certains. Certains arbres ont les têtes brisées, d'autres non. D'autres poussent avec le vent, comme le mélèze. Il faut regarder pendant des heures. Puis après, la forêt parle. Je vois aussi que les seuls feuillus qui gardent leurs feuilles sont les êtres. Au début de l'hiver, les feuilles sont oranges. Puis au printemps, elles sont blanches, diaphanes, presque transparentes, comme du papier de soie. Je vois que le lichen n'a pas froid. Il brille au soleil, comme une fourrure. Je vois que la forêt tient bon. Il y a encore de l'espoir.
qui me plaît chez Thoreau, c'est que c'est un rêveur. Et c'est un rêveur, mais très réaliste en même temps. C'est-à-dire que c'est un rêveur qui ne veut jamais céder sur ses rêves. Comme on dit qu'on cède sur son désir, lui, il ne cède pas sur ses rêves. Et en même temps, ses rêves s'ancrent dans une réalité très profonde, si bien même que parfois il en vient à faire l'éloge de ce qu'il appelle le réalomètre. Le réalomètre, c'est cette mesure du réel qui nous permet en fait de trouver une assise pour agir. Fixons-nous un objectif et enfonçons ardemment le coin de nos pieds dans la boue et la vase de l'opinion, les préjugés et la tradition, jusqu'à ce que nous touchions un sol dur, semé de rochers que nous pourrons appeler réalité, en disant « ceci, sans erreur possible, est ». Et ensuite, commencer. Occuper un endroit idéal pour fonder un mur ou un état, ou peut-être installer une jauge, un réalomètre, afin que les siècles futurs sachent à quelle hauteur les crues d'imposture et d'apparence sont parfois montées. Il va essayer de trouver ce socle qui est ce qui est. Et ce qui est, et ce sur quoi s'établissent nos existences, le fond des choses, c'est la réalité, c'est ce socle, c'est là. Et je trouve que c'est la vie ordinaire, le réel, c'est souvent des mots énormes dans les livres, et puis dans la parole que l'on tient sur les livres, le rapport au réel, etc. Et c'est un petit peu comme la queue du tigre, hein, ça vous file entre les doigts. Et là, dans ce livre, au contraire, il fait l'effort d'aller la toucher vraiment. Beaucoup ont cru que les eaux de Walden s'enfonçaient jusqu'à l'autre côté du globe. Je peux assurer à mes lecteurs que Walden possède un fond. Je l'ai sondé avec une pierre d'environ 1,5 livre et j'ai pu déterminer avec précision le moment où cette pierre quittait le fond, car il me fallait tirer beaucoup plus fort avant que l'eau ne passe par en dessous et n'assiste mes efforts. C'est une profondeur remarquable pour une surface aussi modeste. Je suis reconnaissant que ce lac ait été créé profond et pur pour en faire un symbole. Aussi longtemps que les hommes croiront à l'infini, on dira de certains lacs qu'ils sont sans fond. Si nous respections seulement ce qui est inévitable et a le droit d'être, alors la musique et la poésie résonneraient dans toutes les rues. C'est quelqu'un qui est dans une évolution permanente de sa pensée. Il est obligé de la revisiter face aux expériences qu'il fait. C'est pour ça que c'est un philosophe intéressant à mes yeux. Il n'est pas pris dans un système une fois pour toutes. Il fait exploser les systèmes. Il ne veut pas imposer son modèle, c'est à chacun à se forger son modèle. Mais il veut inciter les gens à l'esprit critique et à se dégager, à s'émanciper. La pensée, c'est fait pour transgresser les évidences. Et c'est en ça qu'il est moderne. Il déconstruit, d'un bout à l'autre, il déconstruit. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas la déconstruction en ce moment, mais lui est pour la déconstruction. Il encourageait les gens à faire comme lui. Peut-être qu'il s'est dit, mais pourquoi ne faites-vous pas comme moi? Pourquoi ne vous retirez-vous pas dans les bois pour vous retrouver, pour vous éloigner de cette furie, du temps qu'on vous a dérobé, du rythme qu'on vous a imposé? Pourquoi vous laissez faire? Comment pouvez-vous vous laisser faire?
semer le petit haricot blanc commun vers le 1er juin, en rangée de 3 pieds et séparée de 18 pouces, en prenant bien garde de choisir des semences nouvelles, rondes et correctement triées. Commencer par guetter les vers, puis replanter à neuf dans les espaces vides. Mon expérience de 2 années m'a appris qu'avec très peu d'efforts, on peut aisément se procurer de quoi manger. Qu'un homme peut suivre un régime aussi simple que celui des animaux et conserver néanmoins sa force et sa santé. En tant que précurseur de l'écologie, on peut dire que Thoreau est celui qui d'abord a été un observateur. Il fait des grilles, ou il fait des tableaux d'une année sur l'autre. J'ai vu telle chose, telle fleur qui éclot, et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui sait que la nature est un ensemble composé, interdépendant, et que le moindre détail est utile. Au point que les savants actuels utilisent ces observations pour voir l'évolution du climat. La Terre n'est pas un simple fragment d'histoire morte, des strates s'enfilant comme les feuilles d'un livre pour que les géologues, les archéologues surtout, l'étudient, mais une poésie vivante, comme les feuilles d'un arbre qui précèdent les fleurs et les fruits. Non pas une terre fossile, mais une terre vivante, dont les convulsions arracheront nos dépouilles à leur tombe. C'est un livre qui est quand même irradié par une forme d'inquiétude, qui est l'inquiétude écologique. Thoreau est un premier lanceur d'alerte sur la manière dont justement l'homme considère son environnement comme une ressource à exploiter. La nature n'existe plus. Aujourd'hui, on dit le vivant. Et cette bascule, elle est épistémologique, elle est philosophique. Et le vivant, c'est quoi? C'est précisément ce que Walden va chercher. Quand on exploite, souvent on va au-delà de ce dont on a vraiment besoin. Alors que prélever, c'est prendre juste ce dont on a besoin pour vivre. Là, en l'occurrence, c'est du bois pour me chauffer. Je prends le noisetier parce que le noisetier repousse. Je ne vais pas aller couper du chêne pour me chauffer ou du hêtre. C'est des cycles de vie. Et comme la nature est généreuse, elle repousse et chaque année, je peux en couper pour les années suivantes. Il a cet idéal d'autonomie, d'autarcie, qui lui vient aussi de sa lecture probablement des stoïciens, des Grecs. L'idée qu'en fait, un homme doit pouvoir subvenir à ses besoins de façon très simple, qu'il ne doit pas dépendre des autres, il doit distinguer, comme disent les stoïciens, ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas, et être uniquement dans la sphère de cette première option, ce qui dépend de moi. Un après-midi, au début du printemps, quand j'allais au village, je fus arrêté et jeté en prison car je n'avais pas payé un impôt, ni reconnu l'autorité d'un État qui achète et vend des hommes, des femmes et des enfants comme du bétail à la porte du Sénat. Je ne puis un seul instant reconnaître comme mon gouvernement cette organisation politique qui est aussi le gouvernement de l'esclave. Nous, peuple américain, devons cesser d'entretenir des esclaves et cesser de faire la guerre au Mexique, quand bien même cela nous coûterait notre existence en tant que peuple. La transformation de ce moment de résistance à son pays, résistance politique, où il a refusé de payer, quitte à aller en prison, il l'a inscrit dans Walden. Il y a un passage où il mentionne cet épisode où l'État cherche à contraindre son corps, mais est totalement incapable à contraindre sa conscience. À aucun moment, je ne me sentis enfermé, et les murs me semblaient un vaste gâchis de pierre et de ciment.
C'est ici, en prison, qu'on les trouvera. L'esclave fugitif, le prisonnier mexicain ou l'Indien venu plaider les outrages faits à sa race. En ce lieu distinct où l'État place ceux qui ne sont pas avec lui, mais contre lui. C'est en prison que l'homme juste est à sa juste place. Walden est le moment où il affûte ses idées, il forge ses armes politiques, morales, éthiques. Il ira jusqu'au bout et il n'attend pas du tout qu'on le sorte de là. Et ces principes qui sont de faire tout en conscience, d'agir librement et selon ses convictions, vont le conduire à écrire sur cette désobéissance civile, c'est-à-dire l'idée qu'un gouvernement ne peut pas m'obliger à faire ce qui est profondément contre mes convictions. Il est des lois injustes. Devons-nous simplement leur obéir? Ou devons-nous entreprendre de les amender? Ou devons-nous les transgresser d'emblée? La loi ne va jamais rendre les hommes libres. C'est aux hommes qu'il appartient de libérer la loi. Je ne suis pas né pour que l'on exerce sur moi une quelconque forme de force. Je tiens à respirer comme bon me semble. Nous verrons qui est le plus fort. Quelle force une foule peut-elle posséder? Les seules personnes qui peuvent exercer une quelconque force sur moi sont celles qui obéissent à une loi supérieure à laquelle j'obéis. L'œuvre de Thoreau a influencé un certain nombre de grands hommes. Alors ça a commencé avec Gandhi, qui avait dans sa poche le texte de la désobéissance civile. Après, c'est passé aux États-Unis avec la période des droits civiques et Martin Luther King. Ce sont des leaders de peuple qui utilisent cette théorie d'une résistance non violente, une résistance qui accepte la punition, qui accepte la prison, tout simplement parce que j'agis en fonction de lois supérieures. Ce lieu, il me donne la possibilité de m'ouvrir, à la fois dans ce que je peux recevoir et de ce que je peux donner de moi. C'est le retour à ici qui me permet d'avoir un espèce d'étalon, quoi, pour pouvoir ensuite retourner dans la société, être avec d'autres personnes, me confronter à l'espace urbain, à des activités salariées, parce que ici, je vis, quoi, mais je n'ai pas de contraintes sociales ou politiques, quoi. Et où j'ai plus conscience maintenant que c'est tout ça qui me nourrit, quoi. Et que j'ai de la chance de l'avoir d'avoir atterri là et que j'ai envie de ouais, continuer à être dans ce cadre qui est si porteur et pour moi. Enfin. Non, il m'a fallu un paquet de temps pour savoir ce que j'allais construire sur ce site. Le temps de découvrir l'endroit, de le sentir, d'observer comment les saisons l'impactaient. Et j'ai réfléchi à la forme que la cabane allait souhaiter prendre, puisque c'est le lieu qui me donne des indications sur ce que je vais y faire. Et je me suis retrouvé avec un plan de 9 mètres carrés. Et je trouve que c'est juste. C'est des proportions qui me conviennent en tout cas. Et le choix de l'emplacement a été guidé par l'horizon dont je jouis quand je me trouve assis au bord de la base de la future cabane. Il y a l'ouest, pile en face. Et cette façade ouest, elle sera vitrée entièrement.
parce que tout se passe là-bas. Depuis que j'ai investi ce petit bois, c'est l'Ouest qui préside au plaisir que je ressens à être dans cet endroit. Une forêt complètement fermée, obturée de tous les côtés, ça m'aurait pas intéressé, ça m'aurait pas parlé. Moi, il me faut de l'espace, il me faut une ouverture. Et celle-là, elle est parfaite. Je quittais les bois pour une aussi bonne raison que celle qui m'y avait attiré. Peut-être me sembla-t-il que j'avais plusieurs autres vies à vivre et que je n'avais plus de temps à consacrer à celle-ci. Quand il va revenir dans la civilisation, c'est pour porter un tout autre discours qui est nourri de son expérience à Walden. Et non pas, il ne revient pas séjourner, comme il dit, dans le monde civilisé pour que tout soit comme avant. En fait, tout est modifié quand il revient. Il donne des conférences, il enseigne, il y a ce feu, hein, cette vocation de donner des armes intellectuelles à son peuple. Tous les hommes reconnaissent qu'il existe un droit à la révolution. C'est-à-dire le droit de refuser de prêter allégeance au gouvernement et le droit de lui résister lorsque sa tyrannie et son inefficacité sont profondes et insupportables. Quand 1/6 de la population d'une nation qui s'est donné pour but d'être le havre de la liberté se trouve réduit en esclavage, et qu'un pays tout entier se voit injustement envahi et conquis par une armée étrangère et soumis à une loi martiale, je crois qu'il est alors plus que temps que les hommes honnêtes se rebellent et fassent la révolution. Et dans les luttes aujourd'hui, on comprend bien pourquoi il peut être sollicité. On l'interprétera de façon très différente, mais on l'interprétera toujours, en tout cas, dans ce sens du projet de la liberté en mouvement. Thoreau pose les pierres de la désobéissance, l'action directe, la décroissance. Ici, quand on pose des pierres en forme de petit homme, on appelle ça un inukshuk, puis ça sert à marquer le chemin vers la maison pour ne pas se perdre sur la banquise. On laisse des pierres pour les gens après nous. Je trouve ça très beau comme image. C'est important de poser des pierres pour les autres. Si l'on avance avec confiance dans la direction de ses rêves, si l'on essaie de vivre la vie qu'on a imaginée, on sera payé d'un succès inattendu en temps ordinaire. On laissera certaines choses en arrière. On franchira une frontière invisible. Des lois nouvelles, universelles, commenceront à régner à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Et on vivra avec la liberté dont jouissent les êtres plus élevés.